Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, lancement officiel hier de l'année académique 2021-2022, une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et sa collègue des Affaires sociales. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a procédé hier à Cotonou à la validation de la plateforme numérique de formation des acteurs des médias. Les détails, c'est dans un instant. Et puis, hors de nos frontières, alors qu'une grande mobilisation populaire se prépare demain au Soudan, l'ONU réclame le retour d'un gouvernement civil à travers son Conseil de sécurité. Merci pour l'attention. L'année académique 2021-2022 est officiellement ouverte depuis hier. Une cérémonie présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et sa collègue des Affaires sociales. C'était à l'amphi Idriss Déby au campus de l'université d'Abomey-Calavi. Cette rentrée solennelle des universités du Bénin est placée sous le thème harcèlement sexuel, éléments constitutifs et sanctions. Un thème assez évocateur selon Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le thème qui est pris, qui est également ce qui marque le contexte, est assez évocateur. Nous avons fini l'année avec une révolution destructive autour de ce fléau que représente le harcèlement sexuel. Honnêtement, ça existe un peu partout, mais la manière dont nous avons contribué finalement à le rendre visible dans notre communauté est assez inquiétante. Le thème de la rentrée académique universitaire justifie la présence de la ministre des Affaires sociales. Elle expose les actions du gouvernement dans la lutte contre ce fléau. Vos prédécesseurs, vos aînés n'ont pas forcément toutes eu la même chance que celle que vous avez aujourd'hui, en 2021, dans notre pays. Tout ce mécanisme de protection que l'État met en place doit maintenant enlever toute incertitude, toute inquiétude et laisser place à votre travail en toute sérénité pour aller au bout de vos rêves. Parce que là, vous n'aurez plus aucun prétexte. Résolument engagé à faire de l'université d'Abomey-Calavi une université de référence dans la sous-région et en Afrique, Félicien Avlessi, recteur de l'UAC, rassure. Je voudrais vous rassurer que ce dialogue sera maintenu afin d'offrir un cadre agréable de travail à toute la communauté universitaire d'Abomey-Calavi. L'équipe rectorale et moi nous engageons à inscrire notre démarche dans la consultation permanente des partenaires sociaux et des différents responsables des entités, des écoles et des instituts de l'université d'Abomey-Calavi pour toute question en rapport à la vie de notre institution commune. C'est un engagement pris et il continuera d'être tenu. Nous sommes confiants du soutien de toutes et de tous pour l'année académique 2021-2022, apaisée pour le bonheur des étudiantes et des étudiants, ainsi que de tous les acteurs de la communauté universitaire. Les étudiants ont formulé à travers leurs représentants des doléances dans le cadre de cette rentrée, des doléances que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est engagé à satisfaire. Nous restons dans le registre éducation pour s'intéresser aux aspirants des enseignements maternels, primaires et secondaires qui sont mécontents. Pour manifester leur mécontentement, ils ont décrété depuis lundi dernier une semaine d'alerte. Objectif, revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Nous avons interrogé le délégué de l'Union nationale des aspirants du Bénin, Kokou Aouissi, nous parle des problèmes des aspirants de nos lycées et collèges. Nous avions décrété toute cette semaine comme une semaine d'alerte où nous manifestons nos mécontentements à l'égard du gouvernement. Nous avions dénommé cette manifestation école en alerte, juste pour notifier à l'autorité que nous qui sommes aspirants, nous sommes mécontents. Et en quoi cela consiste? Il suffit juste que chaque aspirant, où qu'il soit, au Bénin, qu'il soit du primaire ou de la maternelle, se trouve un bandeau rouge
qu'il peut nouer au front, au bras comme au poignet. Les dames enfoncent d'ailleurs même leur foulard, ou carrément se vêtir en rouge et aller en classe pour aller dispenser le savoir. Nous ne sommes pas encore à l'étape de cessation d'activité pédagogique. Et vous n'êtes pas resté sans savoir que nous avions un contrat de 9 mois. Et donc nous sommes utilisés pour 9 mois et après 9 mois, nous sommes déposés pour être récupérés 9 autres mois. Ce faisant, ça ne garantit pas, ce n'est pas un emploi sécurisé et ça ne nous permet même pas dignement alors de nous appeler enseignants parce que après ces 9 mois, chacun se démène et s'il est enseignant ou pas, il doit pouvoir se chercher ailleurs, histoire d'attendre encore une rentrée avant de se retrouver. L'autre chose qui déborde, qui gêne un peu, surtout au niveau du secondaire, c'est par rapport au quota horaire. C'est par rapport au quota horaire actuellement en vigueur, c'est 26 heures, 28 heures, 30 heures par endroit. Mais le ministre a fait tout pour qu'il n'y ait pas de 30 heures, mais les 28 heures et 26 heures, encore, comment on appelle, équivalent à même déjà aux 30 heures parce que ça fait le même nombre de classes. Et la dernière goutte qui a débordé le vase, c'est de lire dans le contrat que ça prend effet le 20 septembre et que ça finit le 1er juillet. Et avec ça, on nous mentionne dans le même contrat que ça fait 9 mois. Mais quand nous décomptons au bout des doigts, du 20 septembre au 1er juillet, ça fait 9 mois, 2 semaines. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par là? Que nous ne savons pas lire, nous ne pourrons pas voir ça, ou bien c'est qu'ils veulent que nous travaillions gratuitement pour les 2 semaines, alors que nous venons des vacances sans rien percevoir, sans prime de rentrée, sans aucune mesure d'accompagnement. Beaucoup ont cru, d'accord, dans l'opinion publique que les manifestations des aspirants étaient liées au non-paiement de salaire. Pour nous, c'est comme, excusez-moi, on a justifié le porte-vient au mamilé, ouais. C'est qu'on était déjà habitués à ne pas avoir le salaire à temps. Et donc, ce n'était pas une raison pour nous d'aller en mouvement. Ce n'est pas ça. Mais quand même, l'autorité, je crois le ministre de l'enseignement secondaire, s'est assuré que le salaire est déjà positionné avant même de nous recevoir hier. Et puis au niveau de la maternelle et du primaire, les motifs de mécontentement sont pratiquement les mêmes, mais des démarches sont en cours afin que des solutions soient trouvées, nous a confié Paterne Coutan, aspirant au primaire, que nous vous invitons à suivre au micro de Clémence Tonocoin. Nos revendications au niveau du primaire, de la maternelle et du secondaire, c'est toujours le même, puisque on nous a tous mis dans le même panier. Nous vivons le même calvaire, nous travaillons pendant 9 mois, pendant les vacances, nous n'avons pas de salaire, alors qu'ils sont conscients qu'ils ont besoin de ces enseignants à la reprise. Nous commençons la rentrée comme ça, sans prime de rentrée, sans rien, et difficilement les collègues vont à l'école. Pour le moment, nous avons demandé aux collègues d'aller en classe à l'heure, d'aller au cours à l'heure, de dispenser les cours comme cela se doit, mais de se marquer d'un signe de rouge à la tête selon le style de chacun, pour manifester son mécontentement, puisque nous en avons ras-le-bol. Et nous avons déposé déjà ce matin une demande d'audience auprès de notre ministre de tutelle et nous espérons vivement qu'il nous appelle pour nous recevoir. Mais notre problème n'est pas de nous recevoir et de nous faire parler des mots doux. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a accueilli hier une équipe de vaccination contre la Covid-19. L'initiative vise à permettre à tous les agents du dit ministère et ceux des structures placées sous sa tutelle de se faire vacciner pour se conformer à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre dernier. Celle-ci conditionne l'accès aux services publics à la présentation du pass vaccinal. Clémence Tonocoin. La journée n'a pas été de tout repos pour l'équipe de vaccination dépêchée au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ce jeudi matin. Agents du ministère et ceux des structures sous tutelle du ministère non encore vaccinés étaient mobilisés pour la vaccination. Après avoir reçu la dose du vaccin de leur choix, quelques agents nous parlent de leur motivation. La communication du gouvernement, notre DG a fait d'urgence pour que tous ces agents sous tutelle de la SOGEMA puissent se rendre pour se faire vacciner. Vous n'êtes pas obligé, toujours est-il que c'est une pandémie mondiale. Il faut quand même se rendre disponible pour la vaccination. Ça s'est très bien passé et c'est très intéressant. Au début, j'avais peur, c'est à cause de la peur. Mais maintenant, je vois que
pour nous protéger malgré les gestes barrières, qu'il faille sortir massivement pour venir se protéger et puis protéger aussi les autres aussi. Je me suis vacciné, je viens de finir. J'ai été courageux, je ne vais pas mentir. Mais au début, j'avais un peu peur, mais ça va, ça va. Il y avait plus de peur que de mal. J'ai beaucoup réfléchi avant, j'ai beaucoup hésité aussi. Et avec le conseil du médecin et d'un proche qui est dans le gouvernement, et puis je me suis décidé à venir ce matin. Ne faisant plus partie des sceptiques, ils invitent tous ceux qui hésitent encore à faire le bon geste. Nous exhortons la population béninoise à sortir massivement pour lutter contre cette pandémie qu'est la Covid-19 qui fait assez de ravages actuellement. Aujourd'hui, c'est incontournable, même pour nous tous qui travaillons avec la plupart des personnes. On ne reste pas juste dans notre bureau, on sort beaucoup. Donc je les exhorte vraiment, il y a plus de peur que de mal. Et venez le faire, et ça va beaucoup vous aider. Chaque ministère de la République va recevoir l'équipe de vaccination selon un chronogramme qui couvre la période du 28 octobre au 8 novembre prochain. L'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB a procédé hier à Cotonou à la validation de la plateforme numérique de formation des acteurs des médias. C'est à travers un atelier financé par l'Union européenne. Clémence Tonoucoin nous fait le compte-rendu de l'ouverture des travaux. Le présent atelier, qui regroupe plus d'une cinquantaine de professionnels des médias, vise à présenter le projet de la plateforme numérique de formation des acteurs des médias du Bénin. Les travaux vont constituer à recueillir les avis des participants sur la conception de la plateforme et les propositions de son contenu élaborées par un expert média. À travers cette initiative, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB entend répondre à un besoin de formation. Cette plateforme est conçue sous un modèle de e-learning offrant aux acteurs des médias, quelle que soit leur catégorie professionnelle, je veux citer la presse écrite, la radio et la télévision, d'y accéder et de se faire former, qu'importe leur situation géographique. Pour l'heure, la plateforme est encore à l'étape de conception et notre activité de ce jour nous permettra de recueillir vos avis, vos suggestions et recommandations en vue de son amélioration. La vice-présidente de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, représentant le président, a présenté quelques avantages de la plateforme. La plateforme numérique offre une autonomisation et une responsabilisation de tout acteur engagé avec plusieurs pôles de valeur ajoutés. La convivialité connue au TIC est la seule libre de l'acteur où qu'il se trouve. La flexibilité du rythme d'apprentissage. La réduction des risques sécuritaires liés au trafic est évidente aussi. L'Union européenne, partenaire de l'activité, reste convaincue que la plateforme va permettre aux professionnels des médias du Bénin d'améliorer leurs prestations. En accompagnant ce projet, l'Union européenne offre aux acteurs des médias l'opportunité de disposer d'une plateforme de formation riche en modules et qualités avec différents contenus, vidéo, audio, écrit, destinés aux acteurs des médias, toutes catégories professionnelles confondues. Ils pourront s'en servir toutes les fois qu'ils seront dans le besoin pour acquérir de nouvelles connaissances et améliorer la qualité de leur travail au quotidien. La plateforme, une fois validée, va être un outil d'information et de formation destiné à rehausser le niveau de professionnalisme au sein de la corporation. Actualité en dehors du Bénin au Soudan, alors qu'une grande mobilisation populaire se prépare demain afin d'exiger le retour des civils au pouvoir. La diplomatie internationale entre en action. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution. L'ONU réclame le retour d'un gouvernement civil. Depuis lundi, une dizaine de manifestants ont été tués et près de 170 blessés. Suivez plus tôt.
Le secrétaire général demande la libération immédiate et inconditionnelle de tous les représentants du gouvernement qui sont toujours détenus illégalement. Le secrétaire général demande à l'armée et aux agences de sécurité de respecter le droit de manifester pacifiquement et de s'abstenir de toute violence en ce moment. La CEDEAO en mission à Conakry, une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est arrivée hier en Guinée. Objectif, accompagner la transition politique dans le pays après le renversement du président Alpha Condé par les militaires début septembre. La transition a produit une charte. Il y a des nominations importantes qui ont été faites. Le gouvernement se met en place progressivement. Et donc nous sommes là pour rencontrer les autorités et faire un peu le point et voir surtout dans quelle mesure la CEDEAO peut accompagner de manière pratique, de manière concrète, le processus en cours. L'atmosphère est apaisée, nous nous retrouvons et nous attendons beaucoup de la CEDEAO, de son accompagnement, de son appui. Et nous allons avoir des entretiens fructueux. Sûrement, je suis tout à fait sûr. C'est en présence de Joe Biden, sans Vladimir Poutine et Xi Jinping qui interviendront par visioconférence que le sommet de G20 aux ambitions modérées va se réunir ce week-end à Rome. Un sommet centré sur le climat, la lutte contre la Covid-19 et la relance économique à la veille du rendez-vous crucial de la COP26. Un G20 aux allures de réunion de crise. C'est ce qui attend les 20 pays les plus riches du monde qui se réuniront à Rome ce samedi. Tous ne seront pas présents. La Russie et la Chine interviendront par vidéoconférence. Le Covid et la relance économique mondiale seront bien sûr au centre des discussions, mais un autre sujet brûlant de cette rencontre, à la veille de la COP26, est également au programme. Le troisième sujet que nous aborderons au G20 avec beaucoup d'insistance sera le changement climatique. Comme je l'ai dit, nous avons les 20 économies les plus avancées autour de la table. Ces 20 économies les plus importantes représentent également 80% des émissions mondiales. Et nous avons donc une responsabilité particulière. Parmi les objectifs fixés par les États membres, la neutralité carbone à l'horizon 2050 et le plafonnement de la hausse de la température mondiale à 1,5 degré. Deux missions que l'hétérogénéité des politiques énergétiques de ces 20 pays complique. Si la France peut se targuer d'avoir un plan de transition sur les rails, d'autres pays comme l'Australie, plus gros exportateur mondial de charbon, n'ont pas encore fourni de stratégie concrète. Bonne nouvelle cependant, la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, vient tout juste de présenter ses engagements. La Chine a fixé son pic d'émissions de gaz à effet de serre avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060. Un effort pas assez ambitieux, selon certains observateurs. La Chine jette une ombre sur l'effort climatique mondial. Au vu des incertitudes économiques internes, le pays semble hésiter à embrasser des objectifs de court terme plus forts et à manquer l'occasion de faire preuve d'ambition. Le monde ne peut plus se permettre que ce soit le dernier mot et Pékin doit élaborer des plans de mise en œuvre assurant un pic d'émissions avant 2025. Ce G20 sera l'occasion de prendre la température des actions de chacun des pays membres avant la COP26 le lendemain. Le sujet de la pêche post-Brexit continue d'envenimer les relations entre la France et le Royaume-Uni suite au faible nombre de licences accordées aux pêcheurs français pour pouvoir travailler dans les eaux britanniques. Paris envisage d'appliquer dès mardi des mesures de rétorsion. En réponse, Londres a décidé de convoquer l'ambassadrice de France. Les détails. Les autorités britanniques lâchent du lest. Jersey, dépendance de la Couronne, a annoncé la délivrance d'une vingtaine de licences de pêche supplémentaires aux bateaux français. La petite île anglo-saxonne a cédé sous la pression. Ce mardi, la France a décidé d'appliquer des mesures de rétorsion à l'égard des importations maritimes britanniques dès le 2 novembre si le Royaume-Uni ne respectait pas l'accord post-Brexit. Une décision très critiquée par Londres. Il est très décevant de voir les commentaires émis par la France hier. Nous pensons qu'ils sont décevants et disproportionnés et ne correspondent pas à ce que nous attendons d'un allié et partenaire proche.
Les mesures dont on nous menace ne semblent pas être compatibles avec l'accord de commerce et de coopération, ni avec le droit international au sens large, et si elles sont appliquées, elles feront l'objet d'une réponse appropriée et calibrée. Jean Castex se dit ouvert aux discussions tout en assumant la fermeté de son gouvernement. Les Britanniques doivent respecter leurs engagements. Comprenez que nous soyons intransigeants sur le fait que les engagements pris par nos pêcheurs soient tenus. Je ne demande pas mieux qu'une désescalade intervienne. Le gouvernement de Londres a toutes les clés pour la réaliser. Nous sommes ouverts en permanence aux discussions matin, midi et soir. Je veux dire au gouvernement britannique que nous veillerons au respect de nos intérêts et au respect de la parole donnée. La France renforce d'ores et déjà ses contrôles. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 2 navires de pêche anglais ont été verbalisés par la gendarmerie maritime française dans la Manche. De leur côté, les pêcheurs français souhaitent que le gouvernement garde le cap. Ça fait plaisir d'entendre ça, quoi, en espérant qu'on baisse pas notre culotte, quoi, et qu'on va jusqu'au bout. On est vraiment inquiet pour certains bateaux. Il y a certains bateaux, des bateaux tout récents, tout neufs, là, qui ne peuvent pas aller dans les eaux de Jersey. Et s'ils n'y vont pas, leur entreprise va devenir en difficulté, quoi. Le Royaume-Uni n'a pas encore accordé toutes les licences négociées avec la France dans l'accord post-Brexit. Des dizaines de pêcheurs français n'ont pas accès aux eaux britanniques depuis plusieurs mois. Certains professionnels du secteur évoquent même une perte d'exploitation de plus de 50% depuis le mois d'avril. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.